Les rapports syndicats-partis, ou plus globalement d'ailleurs les rapports entre les partis politiques et les mouvements sociaux, sont une question qui a empoisonné en fait à la fois la vie des partis, à la fois la vie des syndicats et des mouvements sociaux, qui n'est aujourd'hui pas du tout stabilisé, hein, comme le montrent d'ailleurs les débats récurrents avec France Insoumise sur cette question-là. Bon, c'est intéressant de regarder ça d'un point de vue historique parce qu'on voit qu'il y a en fait trois grands modèles historiques, on peut parler même d'idéal type en l'occurrence, qui correspondent, bon, je n'ai pas le temps de le développer là, mais fondamentalement à la façon dont se sont passées les révolutions démocratiques antiféodales dans ces trois pays. Ces trois pays, c'est la Grande-Bretagne, bon, l'Allemagne et la France, et on a trois modèles qui sont des modèles totalement différents dans les rapports entre les syndicats et les partis. Le premier modèle, c'est le modèle anglais, le modèle travailliste, c'est celui qui est apparu le plus précocement, hein, puisque l'Angleterre est le pays qui s'est industrialisé, vous le savez, le plus tôt, avec une classe ouvrière assez combative, et où il était organisé avant même la naissance des idées socialistes. Bon. Donc le modèle travailliste est un modèle particulier parce que en fait c'est le syndicat qui fait son propre parti. Et au départ, on peut dire que le Labour Party n'était que la représentation parlementaire des syndicats anglais. Hein, ce n'était que ça. Avec un type de rapport qui était un type de rapport extrêmement étroit, mais un rapport inverse à ce qu'on a l'habitude a priori de connaître. Hein, c'est-à-dire que c'était les syndicats qui dirigeaient le Labour Party, mais avec contrepartie, je dirais, le fait que la direction du Labour n'a eu de cesse historiquement que d'essayer de se dégager de cette emprise syndicale. Et donc, si on regarde les chiffres, hein, c'est simplement pour que vous ayez une idée, en 79, qui est à l'apogée du Labour, sur 6,5 millions d'adhérents, 90% sont d'origine syndicale. Avec deux modes hein, d'adhésion qui ont été historiquement à des périodes différentes, qui étaient soit les syndicats adhéraient en bloc, bon, et en fait les adhérents décidaient de ne pas s'opposer et laisser faire le fait que les adhérents, que le syndicat adhère en bloc, bon, soit les adhérents adhéraient individuellement, mais dans la pratique, hein, les conséquences étaient à peu près les mêmes. Hein. Ça ne faisait pas varier beaucoup hein, le fait que l'énorme majorité des adhérents du Labour venaient du mouvement syndical, soit en bloc, soit individuellement. Donc, et sur la majorité des syndicats des trade unions étaient adhérents en tant que tel, en tant que structure au Parti travailliste. Donc c'était une présence extrêmement forte. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la direction du Labour, en particulier son aile droite, n'a eu de cesse que d'essayer de se dégager de l'emprise syndicale par divers moyens que je ne vais pas vous raconter là, mais il y a une petite ruse de l'histoire, c'est que, en fait, un des moyens que pensait la direction du Labour de se dégager de l'emprise syndicale, c'était de faire en sorte que le leader du parti soit élu par les adhérents. Et il pensait qu'à partir du moment où le leader du parti serait élu par les adhérents, en fait, l'influence des syndicats et de la gauche du parti baisserait. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé avec l'élection de Corbyn. Hein, c'est ça, c'est parce que Corbyn a été élu directement par les adhérents du parti que, en fait, la droite du parti, la direction historique, la direction du parti avant Corbyn a été balayée, hein, et ce à deux reprises. Donc c'est une sorte de petite ruse de l'histoire, qui voit que des fois ce qu'on essaye de faire n'a pas les effets qu'on peut penser.
Bon. Le deuxième modèle, bon, c'est le modèle social-démocrate, notamment le modèle allemand qui a été généralisé après à toute la social-démocratie, mais d'ailleurs aussi qui a inspiré les bolcheviks. Hein, c'est ce que Lénine n'a fait que reprendre par ailleurs le modèle social-démocrate. Bon. C'est l'Allemagne. Bon, là, le SPD, c'est une fusion en fait, de deux courants, en 1875, qui est le courant des Lassalliens et des marxistes, et les deux courants étaient très hostiles aux syndicats. Il y a Bernstein, qui était un des dirigeants de la social-démocratie, disait que c'était un mal nécessaire, les syndicats, et Lassalle disait que c'était un mal inutile. Donc c'était une méfiance extrêmement profonde par rapport aux syndicats, avec l'idée que ce qui comptait, c'était la lutte politique, et qu'il y avait un primat de la lutte politique sur la lutte économique. Et la lutte politique elle-même était réduite à la lutte électorale pour gagner la majorité au Parlement. Et d'ailleurs, cette affaire-là marche à peu près jusqu'en 1907, où il y a une crise extrêmement profonde, parce que élection après élection, la social-démocratie montait et gagnait des voix, sauf à partir de 1905. En 1907, il y a une élection, et là la social-démocratie baisse. Ce qui entraîne une crise interne, ce qu'on a appelé avec la crise qu'on a appelée la crise du révisionnisme, avec Bernstein, etc. Mais globalement, l'idée fondamentale, c'était que le parti dirige la lutte politique, c'est la lutte politique qui est importante, aux syndicats la lutte économique, et les syndicats, sur le terrain de la lutte économique, ont le droit de faire ce qu'ils veulent. On leur laisse la lutte économique. Mais ils soutiennent et ils appellent à voter pour le Parti social-démocrate à toutes les élections. Et là, il y a un paradoxe aussi, c'est que cette division des tâches et cette répartition du travail entre le politique et l'économique, au politique, le parti, l'économique, le syndicat, a fait qu'il y a eu une dérive des syndicats qui a été une dérive apolitique, très rapide, qui a fait que les syndicats représentaient très vite l'aile droite de la social-démocratie, parce qu'ils avaient peur que toute aventure politique, toute remise en cause du statu quo remette en cause les accords qu'ils avaient passés avec le patronat. Et donc c'est le paradoxe un peu de cette affaire, on a une division des tâches qui donne une suprématie au parti politique, à la social-démocratie sur le terrain de la lutte politique, mais qui entraîne d'un autre côté une droitisation des syndicats et un conservatisme des syndicats qui de fait a paralysé beaucoup la social-démocratie à un moment donné. Donc je m'arrête là sur ces deux modèles, maintenant pour revenir à la France. En France, en Grande-Bretagne et en Allemagne, on a un lien fort entre partis et syndicats, même si ce lien est de nature différente, on l'a vu. En France, ce n'est pas du tout le cas. La situation est vraiment radicalement différente, et le modèle français, c'est un modèle, je dirais, de concurrence et d'indépendance réciproque. C'est comme ça qu'on peut le définir. Avec, disons, historiquement, on peut dire que la situation française est marquée par un éclatement général. Les socialistes sont très divisés. Jusqu'à la guerre, on peut dire que le mot socialisme, ça renvoie au mot division, au mot secte, au mot affrontement interne. Bon, voilà. C'est des petites chapelles faiblement implantées, en général. Bon. Côté syndical, il y a aussi une division entre le syndicalisme professionnel d'entreprise et les bourses du travail. Et il faut attendre 1902 pour qu'il y ait une unification dans la CGT avec les bourses du travail et les syndicats professionnels. Donc il y en a un syndicalisme assez radical, mais qui est numériquement extrêmement faible par rapport aux travaillistes et au syndicalisme allemand, à la social-démocratie. On n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, et ce qui est aussi en rapport avec la place particulière de la classe ouvrière en France. C'est-à-dire qu'on a une classe ouvrière qui est politiquement intégrée à travers la République. La classe ouvrière a défendu la République tout le temps.
mais qui est socialement marginalisé. Alors qu'en Allemagne, bon, on a une classe ouvrière qui est politiquement marginalisée, la social-démocratie est marginalisée par le système politique allemand, mais elle est intégrée à travers les syndicats, notamment des Bismarck, hein, avec les lois sociales de Bismarck, qui sont une grande première en Europe. Bon, en Grande-Bretagne, par contre, bon, on a une classe ouvrière qui est à la fois intégrée politiquement et intégrée économiquement à travers les travaillistes et leur présence au Parlement. Donc on a des situations qui sont des situations très différentes, hein, à la fois sur le plan social et sur le plan politique des classes ouvrières dans ces trois pays. Alors, venons-en maintenant au document fondateur du syndicalisme français, qu'on peut appeler syndicalisme d'action directe, syndicalisme révolutionnaire, syndicalisme, anarcho-syndicalisme. Bon, les trois choses ne se recoupent pas totalement, bon, et on va voir que ça correspond à des interprétations différentes, hein, de ce qu'était le syndicalisme français. Mais bon, il y a un document qui est le document fondateur du syndicalisme français, qui est la Charte d'Amiens, qui est ici dans le congrès de la CGT en 1906. La Charte d'Amiens, c'est un document extrêmement court, hein, c'est un feuillet. Donc c'est pas, on appelle ça charte, enfin c'est vraiment un document très très court. Bon, et il y a deux débats, hein, sur la charte d'Amiens. Le premier débat c'est sur son contenu, bon, et le deuxième débat c'est est-ce que la charte d'Amiens c'est la Bible du syndicalisme du XXIe siècle. Est-ce qu'elle est actuelle encore aujourd'hui? Bon. Donc le contenu, la lutte des classes dans la charte d'Amiens, elle est d'abord réduite au terrain économique. Et la politique, je cite, elle est réduite à l'action des partis et des sectes qui, en dehors et à côté du syndicalisme, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale. Donc on voit que c'est un peu méprisé, hein, l'action des partis et des sectes. Et a priori, on peut dire que quand on lit une première lecture de la Charte d'Amiens, la coupure entre action sur le terrain politique et action sur le terrain économique est nette. Mais quand on y regarde de près, les choses apparaissent nettement moins nettes. Hein, et l'affaire est beaucoup moins claire. Parce qu'il est affirmé dans le même temps que le syndicalisme a une double besogne. À la fois la défense des intérêts immédiats des salariés, mais aussi hein, la lutte pour l'expropriation capitaliste, des capitalistes et l'émancipation intégrale, hein, pour reprendre le terme de la Charte d'Amiens. Et en quoi la lutte pour l'émancipation intégrale, c'est différent de la lutte pour la transformation sociale, ça on voit mal, et la Charte d'Amiens ne l'explique pas, hein, ce qui est quand même un problème. Bon. D'autre part, comment exproprier les capitalistes si on laisse de côté l'État, les institutions, etc. Hein, bon, toutes choses que dans la Charte d'Amiens ne parle pas. De plus, bon, comme on pouvait s'y attendre, sont pointées dans la Charte d'Amiens la lutte contre toutes les formes d'exploitation. Ça, c'est normal, c'est un document du syndicalisme. Mais aussi sont pointées la lutte contre toutes les formes d'oppression. Or, les formes d'oppression, ce n'est pas simplement sur le terrain économique, hein, c'est aussi sur d'autres terrains. Donc, et on ne sait pas lesquels. Donc, en fait, la Charte d'Amiens, c'est... ce qu'il faut bien voir, c'est un document de congrès. Et comme tout document de congrès, c'est un document de compromis. Et c'est un document de compromis, d'abord, pour unifier tous ceux qui étaient opposés aux guédistes. C'est-à-dire, en fait, l'équivalent des sociodémocrates allemands en France, en plus caricatural, hein, en plus dogmatique, etc. Donc, il fallait battre les guédistes. Ça, c'était... Tout le monde était d'accord pour se mettre d'accord pour battre les guédistes. Donc, c'est un compromis contre eux. Et c'est un compromis entre trois positions. Une position qui est la position de la droite de la CGT, qui réduit la Charte d'Amiens à une simple déclaration d'indépendance par rapport aux partis politiques. C'est la position de FO aujourd'hui, hein, qui fait beaucoup référence à la Charte d'Amiens, mais qui est comprise strictement comme les syndicats sont indépendants par rapport aux partis politiques. Il y a une deuxième interprétation qui est une interprétation, entre guillemets, maximaliste, hein, qui s'appuie sur une phrase de la Charte d'Amiens qui dit que le syndicat, aujourd'hui groupement de résistance,
sera dans l'avenir le groupement de production. C'est l'idée que le syndicat suffit à tout, défendu par quelqu'un comme Émile Pouget, par exemple, en France. L'idée du syndicat comme parti ouvrier non parlementaire. Et donc, c'est une idée qui est très prégnante à l'époque, hein, et dans laquelle le syndicat, en fait, est un concurrent direct des partis, est un ennemi des partis, et s'affronte aux partis. Et il y a en fait l'interprétation qui a été l'interprétation dominante, on peut dire jusqu'à la guerre de 14, bon, qui est qu'on peut résumer par l'idée que le syndicat se suffit à lui-même, hein, qui était la position du secrétaire général de la CGT de l'époque, qui s'appelait Griffuel, bon, et qui explique que le syndicat c'est l'élément essentiel de la lutte de classe, bon, mais on maintient une coexistence pacifique avec la SFIO, et même on peut dire que les militants syndicaux, dans beaucoup d'endroits, sont à la fois des militants de la CGT et des conseillers municipaux de la SFIO par ailleurs. Hein, donc il y a une sorte de partage des rôles implicites, bon, et on insiste beaucoup hein, sur la double besogne du syndicalisme. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que cette histoire et l'existence de la charte d'Amiens a eu des conséquences historiques considérables. Ça a marqué en profondeur le syndicalisme français et au-delà du syndicalisme français, plus globalement, les mouvements sociaux, les mouvements associatifs, etc. C'est-à-dire cette idée que les partis politiques, bon, et les syndicats ou les associations, c'est pas le même monde, et il y a une méfiance quand même qui est implicite. C'est ça l'idée fondamentale de la charte d'Amiens. Et en fait, il y a une anecdote montre ça, mais qui est tout à fait significative. À la belle époque des liens entre la CGT et le Parti communiste, dans les années 50-60, où tout le monde savait que les orientations de la CGT se discutaient au bureau politique du Parti communiste. Bon, eh bien, ce que mettait en scène la CGT, c'était le fait qu'à sa direction, il y avait une majorité de non-communistes. Hein, et ils insistaient beaucoup là-dessus, en disant non, non, nous sommes indépendants, et la preuve, hein, c'est qu'il y a une majorité hein, de non-communistes à la direction de la CGT. Alors que, bon, évidemment, à l'époque, bon, tout le monde savait que la CGT et le Parti communiste, ça formait un bloc. Mais l'impact de la charte d'Amiens était tel, et cette idée d'indépendance était telle que, même à cette époque, la CGT était obligée de mettre en scène ce simulacre d'indépendance. Alors, je ne veux pas faire l'histoire de comment tout ça a évolué, je voudrais simplement insister sur deux traumatismes et un problème de fond. Les deux traumatismes, c'est d'abord le traumatisme qu'a été la période stalinienne, hein, le fait qu'on avait le syndicat hégémonique en France qui était lié à un parti politique directement et qu'on a suivi toutes les tournants tactiques et les stratégies. Hein, voilà. Donc ça, c'était vraiment un traumatisme extrêmement important, y compris hein, à l'intérieur de la CGT. Qui explique beaucoup de choses aujourd'hui des débats de la CGT. Bon. Le deuxième traumatisme a été, pour ceux qui l'ont vécu, le traumatisme de l'union de la gauche. Parce qu'il y a eu une unité syndicale, qui était CGT-CFDT, qui a abouti à la soumission à un projet politique qui a été celui de l'union de la gauche, avec des revendications qui ont été révisées à la baisse, hein, un soutien au gouvernement, la CFDT jusqu'au bout, la CGT jusqu'à la sortie du PC du gouvernement, et avec une instrumentalisation des organisations syndicales par un projet politique. Et ce projet politique, in fine, s'est terminé de façon assez catastrophique et s'est révélé contraire aux intérêts des salariés et avec une aggravation considérable de la crise du syndicalisme, hein, qu'on peut dater. Bon, elle avait commencé un peu avant. Hein, bon, elle avait commencé un peu avant, mais franchement, le tournant
vient de là, hein, de l'union de la gauche et du rapport qu'a eu le syndicalisme à l'union de la gauche. Alors, le problème de fond, c'est lequel derrière ça? C'est qu'en fait, on peut dire que auparavant, bon, c'est-à-dire jusqu'à l'union de la gauche, les luttes partielles, les interventions sur des terrains différents convergeaient plus ou moins spontanément sur un projet de société et sur un projet commun. Alors que après, c'est ça le problème nouveau, il y a eu un éclatement des manières d'agir et de procéder qui change radicalement les choses. C'est-à-dire que à partir, il y a jusque dans les années 70, ce qui quand même surdéterminait l'imaginaire social, c'était l'existence d'un projet politique de transformation sociale, soit dans une version réformiste, social-démocrate, soit dans une version révolutionnaire, mais l'idée que malgré tout ce qu'on pouvait faire avait un horizon qui était l'horizon d'un changement de société. Et donc toutes les luttes qui étaient des luttes partielles, in fine, pouvaient se retrouver dans ce projet-là. Tout ça rentre en crise manifeste au milieu des années 70 et puis avec... je termine. Ce qui s'est passé après. Bon. Et donc, on assiste à partir de ce moment-là à un éclatement généralisé des façons de faire, de procéder. Et donc, le fait que la division parti-syndicat apparaît de plus en plus manifeste avec une perte de légitimité des partis, avant même leur affaiblissement, une perte de légitimité des partis à diriger quoi que ce soit. C'est-à-dire que, une anecdote qui renvoie d'ailleurs à ce qu'a dit Patrick tout à l'heure, quand nous avons créé SUDPTT avec un certain nombre de camarades, il y avait un certain nombre de camarades qui étaient à la LCR. Et la direction de la LCR était totalement opposée à la création de SUDPTT. Totalement. Elle pensait que ce n'était pas du tout ça qu'il fallait faire, que c'était une division de la classe ouvrière, etc. Bon. Et donc, on avait eu des discussions entre les fondateurs de SUDPTT la direction de la LCR à l'époque. Et les camarades ont dit, vous ne pouvez pas faire ça, voilà, on vous dit que vous ne ferez pas ça. Alors on avait dit, écoutez, non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous avez votre opinion, on a la nôtre. Bon, heureusement, les camarades qui étaient à SUDPTT et qui étaient à la LCR n'ont pas tenu compte des directives de la LCR. Mais la direction de la LCR pensait à l'époque réellement qu'ils allaient nous dire ce qu'il fallait faire. C'était quand même... voilà. Bon, ça s'est effectivement terminé assez vite. Alors aujourd'hui, je terminerai là-dessus, les problèmes demeurent. Les problèmes demeurent parce qu'il y a une déconnexion évidemment très profonde entre le politique et les syndicats et les mouvements sociaux, dans une période non seulement d'affaiblissement des partis politiques traditionnels, mais aussi de l'existence d'autre chose, avec France Insoumise, qui change quand même radicalement la situation. Donc, et avec le fait que, par exemple, France Insoumise se présente elle-même comme un mouvement politico-social, ce que ne se présentait pas la LCR, par exemple, ou le Parti communiste, c'est-à-dire avec une volonté, d'une certaine façon, de préempter ce qui se passe sur le terrain social. Ce qui est tout à fait nouveau, ce qui pose des problèmes, là, nouveaux pour à la fois le syndicalisme et les mouvements sociaux. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et je vais m'arrêter un peu là-dessus, c'est que la question de l'indépendance syndicale, ou de l'indépendance plus largement des associations, des mouvements sociaux, ne sera jamais remise en cause. Et ça, c'est un bien précieux. L'indépendance, ça veut dire... Mais l'indépendance, ça ne veut pas dire l'isolement. C'est ça le fond de l'affaire. Bon,
Et donc, donc la difficulté aujourd'hui, c'est comment on sort du lien hiérarchique, qui est un lien qui a été historiquement construit entre partis politiques, mouvements politiques et mouvements sociaux, organisations syndicales, en respectant l'indépendance des acteurs, mais en sachant que ces acteurs ne sont pas sur le même terrain, tout en faisant de la politique aussi. C'est-à-dire qu'une organisation syndicale, c'est un acteur politique, qui fait de la politique. Mais il fait la politique sur un terrain qui est le terrain des contre-pouvoirs, essentiellement. Alors que les partis politiques font de la politique sur le terrain du pouvoir. Et la rencontre entre les deux ne peut être effectivement qu'une rencontre extrêmement conflictuelle. Parce que leur terrain n'est pas le même terrain. Et les objectifs ne sont pas les mêmes. Ils ne peuvent pas être les mêmes. Donc comment combiner tout ça? Donc, on voit aujourd'hui, par exemple, les débats qu'il peut y avoir autour du mouvement des cheminots, de la place des partis politiques, dans ce mouvement-là, et dans le mouvement social qui est en train de naître, mais on voit que là, il y a une difficulté majeure qui n'a pas été résolue, qui, à mon avis, n'est pas près d'être résolue.